Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier dimanche à Kigali, la capitale rwandaise, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont Alassane Ouattara. Le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, a saisi l'occasion pour demander aux pays membres de l'UA de se donner les moyens nécessaires en vue du développement et de l'intégration de l'Afrique. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour distribuer les premiers passeports africains. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est une des mesures du séminaire gouvernemental sur l'emploi de la lutte contre la vie chère tenu le 25 avril 2014. Officiellement installé le 15 juillet dernier, le Conseil national de lutte contre la vie chère est composé de 31 membres, des acteurs intervenant dans la lutte contre la vie chère ou dont l'activité peut avoir un impact sur la formation des prix. Parmi leurs missions, il faut noter et retenir donc qu'ils vont faire des propositions concrètes au gouvernement sur toutes les questions relatives à la hausse des prix. On fait le tour de toutes ces missions avec Christelle Menant. 31 membres composent le nouveau Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. Placé sous l'autorité du Premier ministre et la vice-présidence du ministre du Commerce, c'est une des recommandations du séminaire gouvernemental sur l'emploi et la lutte contre la vie chère tenu le 25 avril 2014. Ces membres, issus du secteur public, d'organisations patronales et syndicales, d'associations de consommateurs et d'acteurs du vivrier et du commerce, ont pour mission principale de coordonner et de suivre la mise en œuvre des stratégies du gouvernement contre la vie chère. À ce titre, il est chargé 1. De faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et des produits de première nécessité en particulier. 2. De veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. 3. D'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur leur disponibilité sur toute l'étendue du territoire national. Le CNLVC devra aussi proposer au gouvernement des réponses aux revendications sociales liées à la flambée des prix des produits de première nécessité. Le regain de croissance fondé notamment sur la relance d'investissements publics et privés doit avoir un impact significatif sur la population en matière d'accès aux services publics de base. La question des prix et du panier de la ménagère a fini de placer la satisfaction de la demande sociale au rang des préoccupations majeures et devient un enjeu stratégique sur la scène politique, économique et sociale actuelle de notre pays. Dernière clause de ce nouveau contrat de lutte contre la vie chère, recueillir les propositions émanant des acteurs des différents secteurs et assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour améliorer le pouvoir d'achat des populations. Depuis 2 semaines, des chenilles s'attaquent aux feuilles de cacaoyer. De plus de 700 hectares au début, le nouveau point donne plus de 3000 hectares dans les départements de Tiasalé, Tahabo, Divo. Que font les producteurs, les pouvoirs publics pour circonscrire le mal, surtout que le cacao est la mamelle de l'économie ivoirienne? Notre reporter Noël Niagno, en charge des questions agricoles, est allé sur le terrain à la rencontre des producteurs, des pouvoirs publics pour comprendre le phénomène. Voici son reportage. Voici l'état d'une cacaoyère après le passage des chenilles Achaeacatocaloides, de son nom scientifique. Nous sommes au PK14 dans les environs de Hermakuno, sous-préfecture de Divo. Là, une autre plantation de cacao d'un producteur du village de Kondiebouman, dans la sous-préfecture de Morokro, département de Tiessalé. Le mâle est moins prononcé. Singularité de la chenille, elle est phytophage, c'est-à-dire elle se nourrit des végétaux. Elle commence par les jeunes feuilles. Et ce qui est aussi vraiment frappant, c'est qu'elle n'épargne rien. Toutes les cultures qu'elle trouve dans le champ, elle bouffe les feuilles. Laissons le soin aux jeunes cacaoculteurs du PK14 de nous expliquer le processus d'attaque de la chenille. Quand ils commencent à bouffer les feuilles, bon, ils ont des chenilles qui viennent un peu les bêtes noires comme ça. Voilà les déchets qui sont là. Commence à bouffer de l'en haut jusqu'en bas. Donc on rentre dans le champ, c'est comme il y a des gouttes de pluie qui
sont dans le champ, ça fait bec, 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 bec. Bon, au bout d'une semaine, vraiment, ils ont commencé à bouffer le champ. Même ici, il y a même un petit. Si vous arrivez au milieu du champ là-bas, non, vraiment, c'est la domination. Il n'y a plus de feu même sur les cacaoyers. Mamelle de l'économie ivoirienne, une interrogation s'impose d'entre deux jeux. Quel peut être l'impact de cette attaque sur la production nationale? Les zones atteintes sont vraiment très faibles. On parle de 15 000 hectares. Nous avons plus de 2 millions d'hectares de cacaoyers en Côte d'Ivoire. On produit plus de 1 700 000 tonnes. Donc on peut être rassuré. Mais nous restons vigilants. C'est extrêmement important pour nous. Pour cette vigilance, le Conseil du café cacao a déployé des moyens à la dimension de la nature du cacao, l'or brun de la Côte d'Ivoire. Le ministère nous a indiqué les produits phyto nécessaires et nous avons commandé donc la quantité suffisante que nous avons répartie dans tous les foyers qui sont apparus. À partir de là, nos agents sur le terrain ont mobilisé tous les applicateurs de produits phyto que nous avons équipés, à qui nous assurons aussi la prestation donc, des applications sur le terrain. Donc les traitements ont commencé sur le terrain avec les applicateurs dans chaque zone. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 360 applicateurs sur le terrain. Donc, qui font le traitement donc, des cacaoyers. Nous avons sensibilisé tous les producteurs, nous avons lancé des messages radio dans toutes les radios locales avec qui nous sommes partenaires. Et il y a un suivi quotidien qui est fait avec nos partenaires de l'ANADER, du ministère, du CNRA. Mais au fait, d'où vient ce mal? C'est des chenilles qui existent dans la nature avec le changement climatique, donc un déséquilibre de l'écosystème. Parce que naturellement, c'est des insectes chenilles qui sont contrôlées par d'autres insectes qui peuvent être des piqueurs qui donc s'attaquent à ces chenilles-là. Et aussi par des oiseaux, par d'autres organismes vivants. Ce changement de climat a fait qu'on a une explosion. Donc les ennemis naturels n'ont pas pu jouer leur rôle correctement pour ramener la population à un niveau non dommageable pour le cacaoyer. À ce jour, l'invasion des chenilles s'est véritablement déclarée sur une superficie totale de 3 593,5 hectares sur les 15 000 susceptibles d'être attaqués. Les zones concernées sont situées dans les départements de Thiès-Salé, d'Ivo et Tahabo. 2 semaines après le début de la lutte, le mal est en passe d'être circonscrit. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de traitement et je pense que les chenilles ont pratiquement diminué. Le mal circonscrit, la vigilance doit être entretenue au quotidien par les producteurs à travers une bonne pratique agricole. Il faut que les producteurs acceptent une fois pour toutes d'appliquer tout ce qui est bonne pratique agricole. Une parcelle qui est déjà propre, une parcelle sur laquelle on enlève tout ce qui est débris, tout ce qui est cabosse pourri, tout ce qui est débris végétaux pourris. Une fois que vous enlevez tout ça de la parcelle, que la parcelle est bien aérée, ça permet déjà d'éliminer beaucoup de maladies, beaucoup d'attaques d'insectes. Ça, c'est d'abord la première des choses. Maintenant, évidemment, si d'aventure il y a des attaques, je pense que les producteurs doivent aussi faire le traitement dans la période indiquée, c'est-à-dire au mois de juin-juillet. Ça va réduire considérablement, bien sûr, les attaques de tous ces ennemis de cacaoyers. Coût de l'investissement pour l'éradication du mal, plus de 300 millions de francs CFA affectés à l'acquisition des insecticides et au traitement des vergers. 1966-2016, la Société de développement des forêts, la SODEFOR, a 50 ans. Le lancement officiel des festivités de cet anniversaire a eu lieu dans la ville historique de Kong par le ministre chargé des Affaires présidentielles, le ministre Athéné Birahima Ouattara. Fait marquant de ce lancement, une opération de reboisement dénommée Kong Ville Verte qui vise à doter la ville Kong donc d'une forêt communale de 4 hectares. On en parle avec Kader Osogodogo, station régionale RTI Boaké. La Société de développement des forêts SODEFOR célèbre en cette année 2016 ses 50 ans. La SODEFOR a pour mission d'assurer l'équilibre forestier de la Côte d'Ivoire. Le pays, faut-il le rappeler, paie environ 200 000 hectares de forêt par an. Les causes sont connues. Agriculture extensive, sillage clandestin, création de campements, de villages, etc. Pour ce cinquantenaire, les communes doivent s'approprier les projets de reboisement. Permettez-moi de profiter de cette tribune pour lancer un appel aux présidents des conseils régionaux et aux maires de notre cher pays. Je voudrais leur dire qu'avec le ministère des Eaux et Forêts, la SODEFOR se tient déjà à leur côté pour apporter son appui à tous leurs projets de verdissement de leur localité.
À Kong, une forêt communale de 4 hectares existe désormais à travers ce planting d'arbres. Une action qui permet au ministre des Affaires présidentielles, par ailleurs maire de Kong, de lancer officiellement les festivités du cinquantenaire de la SODEFOR. Je déclare à ce jour le lancement de la célébration du cinquantenaire de la Société de développement des forêts SODEFOR, en souhaitant beaucoup de réussite à cette opération de reboisement dénommée Kong Vivant. Je vous remercie. L'apothéose du cinquantenaire de la SODEFOR est prévue pour le 15 septembre prochain. L'occasion sera donnée aux responsables de cette structure de dresser le bilan de 50 années d'existence. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, soutient le district sanitaire de Ferkessé-Dougou à travers un don de 2 ambulances médicalisées ainsi que des vivres à la Caritas pour la prise en charge des enfants malnutris. Cette action vise à contribuer au bien-être sanitaire des populations de ce département. C'est l'hôpital général de Ferkessé-Dougou qui a abrité la cérémonie de remise de dons. On reste avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, député de Ferkessé-Dougou, met tout en œuvre pour le bien-être sanitaire des populations de cette partie du pays. Après avoir sollicité le conseil café-cacao, le chef du Parlement fait don de 2 ambulances médicalisées. Les bénéficiaires sont l'hôpital général de Ferkessé-Dougou et le centre de santé rural de la Fokoka. Pour l'émissaire de Guillaume Soro, ce geste s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge efficace des patients. Le président de l'Assemblée nationale, soucieux donc des problèmes sociaux, dont les plus importants sont ceux de la santé des populations. Il a donc écouté les doléances de ces populations et de l'ensemble de nos parents. Les clés des ambulances ont été réceptionnées par le préfet par intérim du département de Ferkessé-Dougou qui s'est assuré du bon état des véhicules avant de les remettre aux bénéficiaires. Pour ceci, ce don vient à point nommé. Ces ambulances vont permettre l'évacuation de certains de nos malades vers d'autres structures sanitaires de plateaux techniques plus relevés dans de bonnes conditions pour bénéficier d'une prise en charge beaucoup plus adéquate. Des vivres ont également été remis à la Caritas en soutien aux enfants malnutris. Notons que le président de l'Assemblée nationale n'est pas à son premier geste en faveur de la santé à Ferkessé-Dougou. De 2011 à 2013, il a recruté 2 médecins et 15 infirmiers qu'il prenait en charge pour pallier l'insuffisance de personnel médical. Dans cette même période, le député de Ferkessé-Dougou avait offert 2 ambulances médicalisées et un groupe électrogène toujours à l'hôpital général de Ferkessé-Dougou. 114 400 000, c'est le montant global de la répartition des droits radio et télé en date du 13 juillet du Bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, à 869 ayants droit. À ce jour, 89 700 000 ont été distribués. Le ministre Maurice Bandama, l'artiste musicien Assalfo, Isaïe Biton Koulibaly, Rosemary Guiro, Annika Semian ont reçu leur chèque. C'était le vendredi 15 juillet dernier au cours d'une cérémonie au Burida en présence de notre reporter Issaïo. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, met à jour son calendrier de répartition des droits d'auteur. Pour le mois de juillet, plus de 114 millions de francs CFA des droits télé et radio sont à distribuer à 869 sociétaires. Sur ce montant, près de 90 millions de francs CFA ont été répartis. Les écrivains Maurice Bandama, Isaïe Biton Koulibaly, Assalfo du groupe Magic System, Annika Semian et Rosemary Guiro ont reçu leur chèque au cours d'une cérémonie au Burida. Pendant pas mal d'années, les artistes plasticiens ne touchaient rien et il y a eu beaucoup d'efforts de fournis. Toute l'équipe du Burida a énormément travaillé, je les salue beaucoup. C'est tout un ensemble de personnes qui sont conscientisées par le problème et puis je souhaite que ça continue. Le ministre Maurice Bandama profite de l'occasion pour exhorter les hommes politiques candidats aux différents postes électifs et qui utilisent les artistes dans les meetings à s'acquitter de leurs droits au Burida. Les hommes politiques en campagne qui exploitent les œuvres des artistes ne payent pas leurs droits. Sans doute, par méconnaissance des mécanismes, nous les sensibilisons et nous voulons que ces artistes puissent vivre mieux. Bientôt, ce sont les élections législatives
après ce seront les élections municipales et régionales, chacun des candidats qui exploite de la musique doit s'acquitter des droits de ses auteurs. Cette répartition est la 8e du genre que le Burida effectue au cours de cette année 2016. Le reportage de Issa Yeo, commenté pour vous par Adama Kone. La série noire continue pour les policiers américains. Après avoir perdu 5 des leurs à Dallas, 3 autres, 2 officiers de police et un shérif adjoint ont été tués et 3 blessés hier dimanche par un individu armé d'un fusil d'assaut à Bâton Rouge où avaient eu lieu des manifestations violentes à la suite de la mort d'Alton Sterling, père noir de 5 enfants abattu le 5 juillet par des agents qui le croyait armé. Le tireur identifié comme Gavin Long a été abattu le jour de son 29e anniversaire. C'est la 15e fois que Barack Obama doit s'adresser aux Américains après une fusillade. Ce dimanche, il a une fois de plus lancé un appel à l'unité. Des milliers de partisans du président Recep Tayyip Erdogan se sont réunis samedi en début de soirée à Istanbul pour lui confirmer leur soutien après l'échec d'un coup d'État d'un groupe de militaires. Le chef de l'État s'est adressé à cette foule de partisans massés sous une forêt de drapeaux turcs. Istanbul, je le rappelle, est le fief du président turc qui en a été le maire. À Ankara aussi, des partisans du président Erdogan se sont retrouvés devant le Parlement. Erdogan a promis d'éliminer le virus au sein de l'État turc. En s'adressant ce dimanche à une foule de partisans, il a par ailleurs indiqué que l'acte de trahison commis par un groupe de militaires justifie le nettoyage de l'armée. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé hier dimanche que le moment est arrivé pour que son pays retrouve sa place naturelle au sein de l'UA, l'Union européenne. Le pays avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Polisario. Au Mali, un accord a été signé entre la CEMA et la plateforme, composée notamment des Touaregs du Gatia. Un conflit opposait depuis plusieurs mois les 2 groupes armés dans la gestion de la ville de Kidal, dans le nord du Mali. Un consensus a finalement été trouvé sous l'égide du Premier ministre nigérien qui avait fait venir les 2 délégations à Niamey. Un compromis qui devrait enrayer l'escalade de la violence. La 21e conférence internationale sur le sida s'ouvre officiellement ce lundi 18 juillet jusqu'à vendredi à Durban en Afrique du Sud. L'objectif est toujours d'aller vers l'éradication de l'épidémie d'ici 2030. Quelques 18 000 participants venus du monde entier vont y prendre part. Des scientifiques, des militants de la société civile, des juristes et bien sûr de nombreux représentants politiques. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. La suite c'est avec Mariam Touré.